à se laisser voir, il y a du danger, oui. Il y a du gros plan. Mais c'est aussi très puissant. De véhicule, de pensée, du monde, quoi. C'est beau. Bien sûr. Alors, avant de retrouver Jérémy Ferrari, qui vous écoute avec beaucoup de sagesse. Parce que je vais tourner mon premier long métrage, alors il me stresse. Ah, C'est du danger. C'est du. Comme réalisateur. Non, en tant que comédien, En tant que dans comédien. un film assez sombre. Donc c'est pour ça que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et à la fois la manière dont vous défendiez le film, et à la fois comme vous parliez de ces personnages qui sont des personnages engagés et durs, et je trouvais ça très très touchant. Et à la fois cette notion de danger qu'on a devant la caméra, parce que c'est vrai que bon, donc là je vais interpréter un rôle très très dur, très sombre, etc. Et le réal qui sort de scène, qui était venu me voir à Toulouse, qui me dit, bah voilà, il me dit, parce que je suis très stressé tout le temps, il me dit, oh, qu'est-ce que tu stresses, tu sors de scène devant 6000 personnes, tu vas pas stresser devant une caméra. Moi, je trouve ça aussi dangereux que la scène, et je trouve ça aussi impactant, aussi puissant, et je trouve que c'est un exercice qui est complètement différent, mais qui est tout aussi dangereux, et c'est vrai que c'est pas parce que tu peux la refaire qu'en fait tu peux la refaire. Enfin, Non, tu peux pas la faire autant que ça. Hein, exactement. Enfin, on retient qu'on vous verra au cinéma, cher Jérémy Ferrari. Alors, voici la deuxième partie de l'agenda culturel avec Guillaume Lechat. Voilà, on retient quelques idées, et notamment Kate Blanchett, bon, on aime beaucoup. Hélène Frappa, le livre aussi, et Stéphane Echer, que vous connaissez. Ouais, que je disais pendant son passage que c'était un mec génial, que ses musiques étaient magnifiques, mais que lui était vraiment, c'est vraiment une belle personne. Il y a des artistes, quand on les rencontre, parfois on est un peu déçus. Ça arrive souvent. Mais non, dans tous les milieux. Eh ben là, on n'est pas déçus. Oui, et c'est toujours Philippe Djian qui l'accompagne, évidemment. Alors vous, c'est Anesthésie Générale, Jérémy Ferrari. Alors vous avez parcouru les grandes salles. Ça s'achèvera cette tournée en mars 2024 à l'Accor Arena. Alors là, bon, ça c'est énorme. C'est quand même rare pour un humoriste. Comment on va chercher le public là, dans ces grandes salles Alors, je l'ai fait vraiment. Bercy, évidemment, c'est une grosse décision. Oui, une grosse décision. Surtout quand on est producteur du spectacle. Il faut être bien sûr, parce que quand vous voyez 37 000 € de ménage, il va falloir quand même vendre quelques tickets. Donc, évidemment. Non, mais ça vient pas pour rien. Ça vient après, déjà, ça va faire. Oui, toute une tournée, bien sûr. Ça fait 15 ans que je suis quand même à mon troisième spectacle. Je connais les zéniths. Je sais ce que je donne sur des scènes de 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 personnes. Et puis, en l'occurrence, on a des moyens maintenant techniques. Si vous êtes un artiste qui avait peur de dépenser de l'argent sur votre technique, il ne faut pas aller dans les grandes salles comme ça. Si vous avez un spectacle qui est trop statique, il ne faut pas aller dans des grandes salles comme ça. Bon, en l'occurrence, c'est un show qui dure 2h30, voire 3 heures. Bougez, hein, vraiment. Chaud dans tous les sens. Je vais dans le public et puis on met des moyens techniques à la hauteur d'un concert. C'est-à-dire que d'un point de vue du son, d'un point de vue des lumières, de la scénographie, etc. Peut-être des invités surprises. Il y aura des guests. Tu t'envoles ou pas? Voilà, non, il faut s'envoler. Je serais capable. Je l'ai déjà fait. Vous pouvez arriver comme Johnny Hallyday en volant. Alors, j'ai pas les... je vous rappelle que je suis producteur du spectacle, donc il est hors de question que j'arrive en hélicoptère. Mais non, après, il faut mettre les moyens. Mais encore une fois, il faut le faire que si on sait... Moi, je sais que je suis très à l'aise dans les grandes salles. Oui. Là, je ressors d'une tournée d'1 mois et demi de Zénith. Oui. C'était bien. Je suis comme un poisson dans l'eau sur les grandes scènes. Je vole sur scène, je suis partout. Ça m'éclate en fait d'être devant du monde. J'ai encore plus d'énergie, J'aime aussi faire les petites salles parce que quand je suis en tournée, vous savez, quand vous faites les petites salles, on vous dit vous n'allez pas dans les grandes salles. Puis quand vous faites les grandes, on vous dit vous n'allez pas dans les petites salles. Alors que j'ai fait avant les Zéniths, j'ai fait 150 dates dans des salles entre 300 et 2000 places. Parce que j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que si vous avez un spectacle qui s'y prête, il faut aller dans les grandes salles. Alors, on va regarder un petit extrait de Anesthésie Générale. Et là, on tombe sur quelque chose d'assez personnel, qui est le suicide, Jérémy Ferrari. Si vous en parlez. Moi, mon suicide, il était à la hauteur de mon nouveau statut social. C'était en plein mois de mai, temps magnifique, en pleine tournée à succès. J'étais au dernier étage d'un hôtel de ouf. Hôtel, d'ailleurs, qui n'a pas souhaité être cité. Parce que quand j'ai écrit ce spectacle, moi, je suis allé les voir. Je leur ai dit, comme j'ai fait une tentative de suicide dans votre hôtel et que je vais le raconter partout, montons un partenariat. Ils m'ont dit non, il faut m'envoyer un courrier. Comment ils ont dit ? Ah oui, votre requête n'a pas séduit le service de communication. Nous souhaitons vivement que vous ne citiez jamais le nom de notre hôtel, d'aucune manière, d'aucune façon que ce soit. Nous vous souhaitons cependant un prompt rétablissement. Cordialement, l'équipe d'Aquabella d'Aix-en-Provence. Voilà, alors donc vous n'hésitez pas à parler de vous, de vos dépressions, de ce qui s'est passé, de ce que vous avez surmonté, mais aussi de questions de société, je le disais, et évidemment ce qui vous a
intéressé, ce qui nous intéresse tous évidemment, le fonctionnement de l'hôpital, du système de santé. Et ça, c'était avant la pandémie, Jérémy Ferrari. Vous avez commencé à l'écrire. Est-ce que vous avez changé, évidemment, les choses J'ai rajouté pratiquement 45 minutes de spectacle, ce qui fait que ce spectacle qui était déjà long, qui faisait 2h15, Long. on frôle les 3 heures. Pour vous dire la vérité, je suis même souvent je dépasse les 3 heures, mais Bon, ça. donc voilà, on fait des. Donc c'est un show maintenant qui est devenu très long. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit un spectacle sur le système de santé pour dénoncer. Je fais toujours des spectacles à thème. Mais vous en prenez au laboratoire, à l'homéopathie, enfin, au charlatan, enfin, vous dénoncez un certain nombre de choses. Ouais, je dénonce plein de trucs. Et puis j'explique aux gens aussi pourquoi notre système de santé s'effondre. À partir de, j'explique aux gens. Parce que le problème de cette société, c'est que les gens, c'est difficile d'avoir accès à l'information. Parce qu'en fait, la surinformation fait que c'est difficile d'avoir accès à l'information. C'est difficile de la trier, c'est difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. On est enseveli sous l'information. Donc les gens, si vous n'avez pas un œil un peu pointu, si vous n'êtes pas un peu journaliste, si vous n'avez pas aussi grandi, par exemple, avec des parents qui vous ont appris à lire. Moi, par exemple, je n'ai pas grandi dans une famille où on lisait forcément le journal. On vous regardait la télévision, mais on regardait votre journal, mais on n'allait pas forcément dans la presse. Donc tout ce que vous disiez, pour nous, c'était vrai. Et je dis pas que c'était pas vrai. Hein. Je dis pas que c'était pas vrai. Le mieux possible. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que maintenant, en fait, si on n'apprend pas aussi, donc il y a plein de gens qui savent pas comment. Et vous, dans le spectacle, vous êtes documenté, Voilà, je fais ce travail-là en amont. Vous faites ce travail. Je fais ce travail en amont, je croise des infos, des chiffres. je trie, je vois ce qui est vrai, pas vrai. Alors je mets des guillemets parce que la vérité, ça reste quelque chose de subjectif. C'est convaincant. Ouais. Et donc j'essaie d'expliquer aussi aux gens comment ça s'est passé, à partir de quand ça a commencé. On sait que le premier trou de la sécurité sociale, il est constaté en 1990. Donc qu'est-ce qui fait qu'entre 1990 et 2022, c'est encore pire. Donc j'essaye d'expliquer ça en le vulgarisant, en le rendant drôle, en le rendant accessible, parce que souvent aussi on complique les. Vous savez, c'est toujours ce. Souvent, on complique un peu les sujets pour finalement éviter de les rendre très très accessibles. Ça, c'est le. Il faut aller au simple. Il faut pour. Oui, moi je pense que souvent les problèmes sont assez simples. Alors je le disais, vous n'avez pas peur de vous mettre à nu. Vous parlez de vos addictions, des cures de désintoxication, de tout ce qui vous est arrivé, des dépressions. Est-ce qu'après ça, on se sent un peu, j'allais dire, réparé, ou on est sorti de tout ça quand on fait un spectacle? Non, je pense qu'il faut être sorti de tout ça avant de faire le spectacle. Je pense que ça c'est très important. Sinon, vous vous retrouvez comme plein d'artistes que je peux voir à la télé, en pleurant, en expliquant tous vos problèmes à des gens qui ont les mêmes problèmes que vous, mais qui en plus n'ont pas la chance de faire le métier que vous avez réussi à faire. Donc je voulais surtout éviter ça, pas arriver en artiste maudit en disant regardez, malgré le succès, comme je suis malheureux. C'était pas ça le but. Je suis à peu près sorti et voilà ce que je vous raconte. Le but, c'était de dire il m'est arrivé ça, vous ne le saviez pas, et maintenant je vais bien, et je vais vous expliquer ce par quoi je suis passé et comment tout le monde peut s'en sortir. Oui. Vous parlez avec Roberto Alagna de la timidité de l'enfant, c'était vous aussi, Jérémy Ferrari. Oui, moi j'ai grandi dans un milieu très modeste et j'étais pas du tout bon, il y a beaucoup d'humoristes qui aiment raconter, qui faisaient rire leurs petits camarades de classe à l'école, etc. Moi j'étais pas du tout comme ça, j'étais dans mon coin, je voulais qu'on m'oublie. Moi on me parlait mieux, je me portais, donc j'étais plutôt dans mon coin. J'étais pas. Par contre, une fois que j'étais sur scène, il y a quelque chose qui se passait, mais c'est toujours le cas maintenant. Hein. C'est-à-dire que en coulisses et sur un plateau, je suis pas du tout la même personne. Et j'en parle encore même pour travailler ce rôle. Le peu d'expérience que j'ai eu au cinéma, c'est la même chose. C'est que je me demande pourquoi on m'a confié le rôle jusqu'à ce que je sois devant la caméra et que je me dis finalement je me suis pas trop mal débrouillé. Donc voilà, mais je pense que c'est une force. Il faut que je laisse mon cerveau faire à ma place. Je me lance et avant d'aller sur scène, c'est la même chose. À chaque fois que je remonte, je sais pas, je suis allé jouer à Toulouse, 6000 personnes, je suis devant. Je me dis, j'ai 3 heures de spectacle à faire devant 6000 personnes. Personne ne peut se dire, je vais y arriver. Il faut être fou pour penser qu'on va y arriver. Remarquez, un opéra, c'est souvent 3 heures. Mais bien sûr, mais c'est la même chose. Mais de tenir une voix comme ça sur des tournées avec la fatigue, machin, sans parler du texte. À Orange, il y a combien de personnes à Orange, au Corrège d'Orange? Oui, il y a 8000, mais bon. 8000, oui. Donc c'est la même chose. Je veux dire, faut penser qu'on va y arriver, faut être fou. On doit s'en convaincre parce que sinon on n'ose pas monter sur scène. Mais en réalité, on a toujours un doute de savoir si on va y arriver ou pas. Et moi, à chaque fois que je monte sur scène, je me dis, bon, c'est un saut à l'élastique. Et puis après, il se trouve qu'on remonte sur la Nasrelle et on me dit, ça s'est bien passé, l'élastique a tenu. Et je dis, super, si vous êtes content, c'est top. Mais ce qui s'est passé entre le saut et le retour, honnêtement, je ne sais pas trop vous dire. Bien sûr. Alors, on va juste écouter un petit extrait d'un des humoristes qui vous a un peu servi de modèle, enfin, en tout cas, mais à nous aussi, qui est Pierre Desproges. Bien sûr. Sur son humour, mais aussi sur parce que ça rejoint un peu le vôtre, sur la gravité qu'il y a derrière l'humour parfois. C'était en 1985. Ce qui me gêne souvent, c'est que c'est l'étiquette qu'on a, enfin, les clowns, les exhibitionnistes à nez rouge professionnels, c'est que
dès qu'on dérape un peu, et ça c'est malheureusement très français, dès qu'un humoriste, entre guillemets, je mets toujours des guillemets à ce mot-là, mais dès qu'un rigolo, disons, sort un peu du cadre de la gaudriole pour devenir sérieux, voire émouvant, les gens ont du mal à le comprendre, c'est pas très admis. Alors ça, je cherche quand même, j'y tiens beaucoup, moi, personnellement. Je trouve justement que les moments drôles sont plus drôles quand il y a aussi des moments émouvants et vice-versa. Voilà. Ça, c'est incroyable parce que je croyais tout connaître de Desproges, je me souvenais pas de cette interview et c'est quelque chose que je dis moi naturellement, donc en fait je suis plus inspiré que je ne Nous pensais. l'avons un peu choisi à dessein, cette Ben, archive. non mais c'est incroyable parce que je dis très souvent, moi dans ce spectacle, bon après il dure 3 heures, alors je peux m'octroyer, ça sera, même si je suis drôle que la moitié du spectacle, c'est juste autant que n'importe quel autre humoriste qui vous fait un spectacle d'une heure et demie. Bravo. Donc je peux me permettre même de pas être drôle pendant 1h30 si je veux. Voilà. Alors c'est pas le cas, hein, je rassure les gens, Non, mais parce qu'ils ne partent pas. non, mais Voilà. je m'octroie des moments, Vous des fois de jouez 5-10 avec minutes. eux, bien avec sûr. la salle, avec le Et c'est encore public. plus drôle parce que quand vous les avez amenés dans une émotion pendant 30 secondes, 40 secondes, 1 minute, 2 minutes, ça peut être long, hein, Ouais. et que derrière vous les séchez avec un truc très très drôle, il y a un truc qui lâche, parce que vous jouez avec les émotions des gens. De toute façon, je ne peux pas les garder en salle 3 heures si c'est juste pour les faire rire. Au bout de 2 heures, vous imaginez, rire pendant 3 heures, Non, il faut être on meurt. réfléchi Donc aussi. il faut les amener ailleurs, il faut les bouger. Moi, je dis mon spectacle, c'est des montagnes russes. Je veux leur faire peur, je veux les faire rire, je veux les émouvoir, je veux les énerver. Des fois, je les énerve exprès dans le spectacle. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, faut que je vais quitter la salle. T'es venu voir le Effectivement, spectacle. J'ai vu son Ah oui, spectacle très bien. et effectivement, c'est vrai que c'est quand même une bête de scène. Voilà. Il est vraiment Il sur y a une scène. énergie. Hein. Il a une énergie Ça, folle. Moi, vrai. en le regardant à la Épuisé. fin du Même spectacle, on est épuisé à vous regarder. Ouais, Oui, mais bien sûr. exactement, on est épuisé. Franchement, voilà. Elle me racontait juste avant qu'on se connaît. on se connaît Effectivement, bien. j'avais des gens à côté de moi qui étaient venus en couple et qui ne vivaient pas du tout le spectacle de la même façon. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a un, tu l'as beaucoup énervé, mais vraiment beaucoup. Ah oui. L'autre à côté était mort de rire, mais en même temps, il était gêné d'être mort de rire. Et j'avais 2 spectacles à la fois, quoi. C'était assez génial ce qui se passait carrément dans le public pendant son spectacle. C'est ça le but, c'est d'arriver à générer quelque chose chez les gens, leur dire même si si a priori vous ne m'aimez pas en interview et que vous n'avez pas envie de venir voir le spectacle, venez quand même le voir une fois. Ouais. Au moins vous aurez des raisons de me haïr, mais Ouais. peut-être que vous allez vous faire embarquer quand même. Voilà. On va tenter, il faut absolument tenter l'aventure.